Active l'enregistrement, donc la possibilité d'enregistrement. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et toutes. Moi, je m'appelle Patrizia Borgante, je suis responsable de la communication à WISG et j'ai avec moi connecté les autres collègues de mon bureau que vous allez rencontrer maintenant. Ce webinaire que nous avons tant désiré et souhaité, je voudrais remercier mes collègues du projet Plaidoyer qui ont voulu partager un petit peu cette expérience. Donc, le webinaire s'appelle Communiquer par le biais d'un événement planning ou planification partenaire et presse. C'est un autre événement pour se préparer à la rencontre internationale du mois de novembre sous le titre Communiquer la vie religieuse. Pourquoi avons-nous voulu réaliser ce webinaire? Car souvent nous pensons que la communication ne consiste qu'à gérer un site et les médias sociaux. Mais à vrai dire, nous communiquons, nous disons qui nous sommes, ce que nous faisons aussi par l'organisation d'un événement. Et comme le projet de WISG Advocacy et du plaidoyer de WISG connaît des expériences importantes dans ce cadre-là, en apprenant des choses que nous ne savons pas faire. Alors, on a demandé comment on peut communiquer par l'organisation d'un événement en bien soignant tous les aspects s'y rattachant. Avant de faire cela, je voudrais passer la parole de sœur Thérèse Rad du bureau de communication pour qu'elle nous accompagne dans un moment de prière. Bonjour. Nous sommes là et je voudrais démarrer par une petite citation du message du pape pour la journée mondiale des communications. En français, je m'excuse pour les traductrices, alors moi je prendrai ces phrases en nous mettant dans cette attitude d'accueil pour tous les partages. Alors, le mot-clé que je voudrais partager avec vous à travers ce message, c'est la gentillesse. La gentillesse n'est pas seulement une question de bonne manière, mais c'est un véritable antidote à la cruauté qui peut malheureusement empoisonner les cœurs. Nous en avons besoin dans les médias de la gentillesse, afin que la communication ne nourrisse pas un ressentiment qui exaspère, génère de la colère et mène à la confrontation. Parce que la gentillesse dans la communication aide les gens à réfléchir calmement, à décrypter avec un esprit critique et toujours respectueux la réalité dans laquelle ils vivent. Suffit de bien aimer pour bien s'exprimer. La communication ne doit jamais être réduite à un artifice, à une stratégie de marketing, mais elle devrait être le reflet de l'âme, surface visible d'un noyau d'amour invisible aux yeux. Demandons au Seigneur qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour accueillir tout ce qui est donné, pour communiquer le beau, le vrai de son amour. Merci beaucoup Thérèse pour nous avoir rappelé une partie très importante de ce message du pape. Nous venons de célébrer la journée mondiale des communications sociales il y a quelques jours, où le pape a souligné qu'il faut parler par le cœur et commencer par un moment de prière. Ce n'est pas seulement pour nous
comme nous sommes entre religieux et religieuses, mais car cela nous aide à retrouver le sentiment et le pourquoi de notre communiqué et de notre mission en tant que responsable des communications. Alors, rentrons maintenant dans le vif de ce thème, de ce sujet. Nos collègues que Navoika va nous présenter, Giulia et Eleonora va nous rejoindre dans quelques instants. Eh bien, ces collègues vont nous aider à comprendre aussi par des études de cas, par leur expérience, ce que ça veut dire que soigner les relations avec la presse lorsque nous organisons un événement, comment nourrir cette relation, quels sont les éléments et les détails qu'il faut bien soigner pour organiser un événement qui sache communiquer, ce qui fait partie de la mission de communication. Comme tous les webinaires, vous allez trouver celui-ci également, les matériels et l'enregistrement de ce webinaire sur notre plateforme web qui est Communiquer la mission. On va publier le lien dans le fil de discussion, mais vous pouvez accéder à partir de notre site wisg.org. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Navoika qui va nous présenter les intervenantes d'aujourd'hui, Giulia et Eleonora. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui, connecté avec nous. Je vais parler en anglais, elle dit. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous présenter et d'accueillir deux intervenantes qui sont vraiment des expertes dans leur cadre d'affaires, Giulia Isabel Cirillo et Eleonora Insaraco. Je vais démarrer avec un résumé sur le CV de Giulia. Elle est de l'initiative Sisters Advocating Globally et qui concerne le plaidoyer pour les... elle a fait des études classiques et à l'Université de Cambridge. Au Royaume-Uni, elle a travaillé dans bon nombre d'organisations internationales à Londres, à Malte, en Espagne, à Rome, et avec toute une série de questions sociales comme les droits des femmes, des migrants, l'écologie. Elle a mis ensemble, en travaillant pour USG, ses expériences de communication et son activité de plaidoyer. Merci d'être là, Giulia. Et notre deuxième intervenante, elle vient de nous rejoindre, heureusement, c'est Eleonora Insalaco, qui est responsable de partenariat de l'équipe Sœurs Plaidoyer Global. Elle est professeure à l'Université de Sienne, experte internationale en affaires internationales, relations euro-méditerranéennes dans le cadre de la recherche en communication des jeunes, de la société civile, des médias. Eleonora a été responsable des opérations à une fondation où elle a formé pendant 16 ans tout le staff. Elle est aussi éditeur d'un rapport sur les tendances interculturelles dans la région Euromed et du manuel sur l'éducation à la citoyenneté culturelle dans la région euro-méditerranéenne. Et en plus de cela, elle s'occupe de la formation à l'interculturalité. Donc, merci d'être là avec nous aujourd'hui et de vous être jointe à nous. Et donc, je vais passer tout de suite la parole à notre intervenante, à Giulia. Merci des mots d'introduction. Bon après-midi à tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes et donc bienvenue à toutes et toutes. Je vais commencer aujourd'hui par une courte intervention sur le projet Sœurs, le plaidoyer global. Nous travaillons avec Navoika et Eleonora va parler de l'histoire de communiquer par le web et on va tirer des conclusions. Mais tout d'abord, je voudrais partager mon écran pour que nous puissions savoir ce que ça veut dire que de communiquer un événement, surtout du point de vue de communiquer pour le changement. Alors, je vais maintenant essayer de partager mon écran.
Alors, j'espère que vous avez la présentation à l'écran. Je vois que c'est bon. Merci. Donc, juste quelques mots. Navoika a déjà parlé de Sœurs le plaidoyer global, qui fut lancé en 2020 comme projet par l'Union internationale supérieure générale en partenariat avec une organisation qui s'appelle Fonds de solidarité mondiale. Au mois de juillet 2020, c'était au beau milieu de la pandémie de COVID-19. Le but de Sœurs le plaidoyer global est d'exploiter le potentiel de l'USG en tant qu'organisation fêtière représentant plus de 600 000 sœurs engagées. Et donc, comme vous le savez, l'USG est une organisation qui représente 1900 supérieurs et au travers des congrégations, USG représente 600 000 sœurs engagées comme vous le savez, il y en a qui veulent répondre aux défis les plus importants du monde. Ce qu'on entend par là, c'est l'accès à l'éducation, résolution des conflits, la santé et les actions contre la traite des personnes, la protection environnementale, donc un nombre important de défis à relever. Donc, le but de ce projet étant de donner aux sœurs les moyens de plaider en faveur de la justice sociale et environnementale pour et avec les communautés marginalisées, mais aussi pour et avec les communautés bénéficiaires. Donc, pas seulement pour et avec les sœurs, mais pour avec les communautés marginalisées. Comment nous le faisons? En améliorant la visibilité et la reconnaissance du travail des sœurs afin de leur donner une sagesse et l'exploiter et le faire arriver au niveau de la politique pour que cette sagesse puisse engendrer et générer le changement qui soit durable à long terme et qui puisse être systémique pour répondre aux causes des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on entend maintenant par le plaidoyer à l'USG? Donc, la définition de plaider est soutenir publiquement une cause et une politique particulière. Et il est important de remarquer que la seule manière, c'est de soutenir les politiques en communiquant sur ces politiques. Donc, par définition, le plaidoyer et la communication doivent travailler à côté, la main dans la main. Il y a aussi une dimension spirituelle. Par exemple, l'évangile de Jean décrit le Saint-Esprit comme l'avocat ou dans d'autres traductions l'aide. Et l'une des choses que nous cherchons à faire, c'est d'incarner la dimension spirituelle du plaidoyer, compris comme une force puissante pour aider les autres à créer un changement positif à l'intérieur de leur communauté, de leur famille, de leur ménage, avec les réfugiés. Il y a aussi un contexte plus important de cette idée de communiquer pour le changement. Donc, d'un côté, le plaidoyer de l'USG est enraciné dans la vision qui sous-tend le travail des sœurs depuis des siècles. C'est une vision fondée sur la dignité intrinsèque et les valeurs intrinsèques de tous les êtres humains et aussi sur le caractère sacré de notre maison commune. Et c'est là un sujet de toute première importance qui en prend de plus en plus. Mais en même temps, nous voulons répondre à l'urgence et aux défis de notre époque. En particulier, nous voyons que les sœurs catholiques et leurs alliés, leurs partenaires, font partie d'un mouvement mondial. Au-delà du monde catholique et des sœurs, il y a un mouvement mondial visant à orienter les discussions sur le développement en fonction des besoins des communautés locales, car les approches du bas vers le haut, donc ascendante, ne marchent pas. Donc, il faut qu'il y ait donc
là, le plaidoyer est communiquer pour le changement, c'est-à-dire comment un événement peut nous aider à communiquer pour le changement. Donc, l'une des choses dont nous avons parlé de beaucoup dans le projet de l'USG sur le plaidoyer, c'est le type de changement que nous voulons réaliser, car cela a un impact sur le type de communication que nous utilisons. Donc, nous avons ces 5 piliers, si vous voulez, de communiquer le plaidoyer et pour le changement. Nous voulons que notre communication et changement soit tout d'abord systémique, c'est-à-dire que l'une des choses que nous voulons essayer de faire, c'est une transition d'une approche à la justice euh, euh, individuelle à une approche systémique. Par exemple, trouver un logement sûr pour les familles de migrants qui arrivent. Et donc, c'est une approche basée au cas par cas, famille par famille, pour trouver un logement. Mais il faut rencontrer, par exemple, les autorités locales pour discuter des dispositions légales pour garantir un logement, donc un abri à tous les migrants dans cette région pour l'avenir. Donc, c'est l'approche, c'est-à-dire il faut s'attaquer aux causes profondes pour essayer de trouver une solution durable pour éradiquer le problème. Donc, c'est là l'un des raisonnements du plaidoyer à l'USG et nous voulons le communiquer important, notre focus sur le système. Deuxièmement, nous voulons que le plaidoyer donne le pouvoir, donne un coup de main visant à responsabiliser, pas simplement répondre aux besoins des autres. Par exemple, l'essor qui soutient les communautés à renforcer leurs capacités, par exemple, à accéder aux services. Nous travaillons en Inde dans le cadre d'un projet merveilleux qui permet aux migrants d'avoir accès à des opportunités pour trouver un emploi. Il y a des opportunités qui sont rendues possibles par les États indiens, mais parfois les migrants n'ont pas les outils, ne peuvent pas accéder à la communication en ligne pour se servir et arriver à ces informations. Et nous voulons renforcer leurs capacités à long terme pour qu'ils puissent faire tout seuls le plaidoyer. Un autre pilier de la communication pour le changement, c'est un changement intégral, inclusif, visant à intégrer. Alors, intégral, c'est un lieu d'intégrité. Les congrégations soutiennent leurs finances et donc font partie de s'engagent dans des processus difficiles du point financier pour être sûr qu'elles s'engagent pour désinvestir dans les combustibles fossiles ou pour soutenir le traité de non-prolifération. Alors, elles veulent être sûres que leur portefeuille, leurs investissements n'investissent pas dans ces activités. Donc, visant à intégrer, c'est-à-dire construire des ponts, rassembler les gens, se concentrer sur notre humanité, notre avenir commun. Et Sœur Thérèse l'a dit avant, c'est-à-dire qu'on a besoin de gentillesse aussi au niveau des médias. Donc, c'était le message du pape François. Donc, je pense que cela rentre dans ce concept que nous voulons promouvoir, c'est-à-dire la communication comme une manière pour trouver un terrain commun. Et finalement, la communication, nous voulons que ça soit inclusive, c'est-à-dire ne laisser personne de côté, considérer la vulnérabilité comme une valeur essentielle. Donc, pour arriver à la résilience et les solutions dont nous avons besoin à un moment de défi important au niveau mondial. Donc, en tant qu'avocat et donc pour communiquer le changement, comment voulons-nous organiser des événements qui fassent ce travail? Les 3 objectifs clés de nos projets à l'USG pour répondre en quelque sorte
aux mêmes impératifs, c'est-à-dire que nos 3 objectifs consistent à créer des espaces de dialogue sur les questions de développement mondial, organisés par des femmes religieuses avec la participation de partenaires catholiques, interreligieux et laïcs. Et deuxièmement, améliorer la reconnaissance du travail des femmes religieuses et renforcer la perception publique des sœurs en tant qu'acteurs clés dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies. Et finalement, renforcer les capacités des sœurs en matière de plaidoyer et de communication. Donc, à créer des espaces de dialogue. Les événements que nous organisons ont ce but, c'est-à-dire approfondir le dialogue, nouer des dialogues. Dans cette conversation, l'une des choses que nous voulons faire, c'est de faire reconnaître le travail que font au niveau de base les femmes religieuses et renforcer les capacités des sœurs en matière de plaidoyer de communication afin qu'elles deviennent des meilleures avocates pour les communautés qu'elles servent et qu'elles participent donc à, à, à relever tous les défis. Et donc, les événements sont aussi une chance énorme pour réaliser donc toutes ces capacités que nous voulons créer pour nous et doivent avoir une valeur. Après cette introduction, je voudrais m'adresser à ma collègue Eleonora. Elle va faire des exemples concrets. Une étude de cas de l'USG qui s'appelle Dialogue dirigé, guidé par les sœurs. À toi la parole, Eleonora. Merci beaucoup. Julia, merci. Bon après-midi, bonjour. Elle dit, je vais parler en italien, mais c'est traduit quand même en français par moi. Je ne suis pas aussi forte que Julia avec la technologie, mais je vais faire de mon mieux, bien sûr. Moi, au cours des années, j'ai gagné une expérience aussi quant à la création de partenariats dans la promotion du dialogue au niveau international. J'ai eu le plaisir de travailler avec l'USG et avec Julia dans le cadre du programme Sisters Advocating Globally sur le plaidoyer global depuis juillet dernier. C'est une expérience qui m'enrichit au jour le jour et à laquelle j'ai essayé de collaborer et avec laquelle j'ai essayé de partager ce que j'avais appris dans mon parcours de carrière par le passé. Donc cet après-midi, nous avons la chance de parler de partenariat, mais aussi des événements en tant qu'instrument pour le plaidoyer, donc pour promouvoir un message et un changement systémique. Comme Julia l'a dit, par notre programme Sisters Advocating Globally, Sœurs plaidoyer global, nous voudrions aider les sœurs de l'USG à promouvoir ce que nous appelons un changement systémique avec les différentes communautés avec lesquelles vous toutes vous travaillez. Nous voudrions aussi offrir une chance aux sœurs de pouvoir parler et d'être écoutées au niveau international, aussi bien pour promouvoir ce que c'est votre vision, mais aussi pour que vous puissiez devenir promotrice des nécessités, des besoins, des exigences et des visions des communautés avec lesquelles vous travaillez, car on se rend compte au jour le jour de combien de richesses et de combien de messages et de combien de besoins et de malaises vous êtes à connaissance. Mais ces besoins, ces voix des communautés avec lesquelles vous travaillez n'arrivent pas, cette voix au niveau national et international. Donc, l'équipe de Sisters Advocating Globally se veut d'identifier des institutions internationales, des organisations de la société civile et aussi d'autres organisations religieuses pouvant nous aider justement à ouvrir des plateformes, des espaces de dialogue dans lesquels en tant que USG et en tant que sœurs engagées dans plusieurs cadres d'activités différents pour le développement durable, pour que vous puissiez parler, présenter, faire entendre votre voix et la voix des communautés avec lesquelles vous travaillez. La création de
partenariat est donc fondamental. Pourquoi? Parce que les changements pour lesquels nous nous battons tous et toutes et dans lesquels nous nous engageons sont des changements de toute première importance. Donc, il s'agit de changements qui, euh, euh, qui difficilement peuvent être réalisés tout seuls, d'où l'importance de travailler avec des acteurs différents, chacun spécialisé dans son secteur d'activité, mais il faut procéder vers un objectif commun. Donc, le travail de partenariat peut aider, par exemple, dans l'adoption de nouvelles politiques ou peut aider aussi lorsqu'il s'agit de faire respecter au mieux les politiques qui existent déjà. Comment marche-t-il, fonctionne-t-il un partenariat? Tout d'abord, il faut identifier le partenariat par de l'analyse d'une situation quelconque et le partage d'objectifs communs et d'une stratégie pour atteindre ces objectifs. Comme je le disais auparavant, dans un partenariat, il est intéressant d'avoir une diversité d'acteurs qui puissent apporter chacun leur contribution et spécialisés dans euh, des cadres d'activité différents pour qu'ils puissent apporter leurs compétences pour atteindre de manière plus efficace l'objectif qu'on a escompté et qu'on a identifié. Très souvent, il est important d'avoir un accord écrit pour définir les objectifs et aussi la manière, la méthodologie par laquelle on veut atteindre ces objectifs, surtout si on parle de partenariats internationaux et de longue durée. Souvent, selon mon expérience, les partenariats naissent lorsqu'on veut faire quelque chose ensemble. Donc, les partenaires, les organisations se connaissent et en travaillant ensemble sur une première initiative qui peut être aussi limitée dans le temps et quant à son but, on arrive à créer un sentiment de confiance mutuelle et réciproque. Mais au moment où on se rend compte qu'ensemble, on peut faire quelque chose de plus grand, de plus important, l'accord à maintes reprises est finalisé entre les parties prenantes, les partenaires. Donc, dans l'accord écrit, il faut identifier les objectifs, la méthodologie de travail, quel est l'outil de gouvernance, c'est-à-dire du partenariat, comment les décisions sont prises au sein du partenariat, quelles sont donc les sources de financement interne ou externe au partenariat, quels sont les outils pour la communication en interne entre les partenaires et externe avec d'autres partenaires, d'autres organisations et comment donc assurer le suivi pour voir comment procède le partenariat, si des ajustements, des modifications, des adaptations doivent être apportées et pour faire une évaluation du partenariat dans son ensemble. Quels sont les éléments essentiels d'un partenariat? Tout d'abord, l'égalité entre tous les membres. Donc, cela ne veut pas dire que tous les membres doivent jouer le même rôle ou avoir le même pouvoir de prise de décision, mais les partenaires sont sur un pied d'égalité quant à leurs valeurs, ont la même valeur au sein du partenariat. Il est tout aussi important que tous les acteurs qui se réunissent pour aborder un thème ou pour organiser une activité doivent donc ressentir ce sentiment d'appartenance et puis s'identifier au partenariat, car ce n'est que par un sentiment d'appartenance, de responsabilité individuelle de chaque partie, ils seront impliqués et feront de leur mieux pour réaliser ces buts communs. Donc, autre chose fondamentale, c'est la communication régulière. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un partenaire imposant aux autres ses propres décisions. Donc, en général, il est important d'arriver à un consensus pour la prise de décision importante, de moindre importance, dans le cadre de la collaboration. La collaboration peut être au niveau local, une collaboration au niveau international national ou international, mais peu importe, ces principes sont essentiels pour toutes sortes de collaborations. Et il faut toujours se rappeler du fait que les partenariats se basent sur les relations entre leurs membres, entre institutions, entre membres qui se mettent ensemble. Mais les institutions sont représentées par des personnes au fil des 20 dernières années qui m'ont permis de travailler au niveau international. Je me rends compte que la relation interpersonnelle est
ce qui fait le succès, la réussite ou la non-réussite d'une collaboration. Donc une collaboration dans laquelle l'élément humain joue un rôle central. S'il est vrai, comme je le disais avant, qu'à la base d'un partenariat, il y a un document écrit dans lequel on définit les règles, le modus operandi du partenariat, eh bien, une communication active et des relations presque professionnelles, oui, mais qui vont bien au-delà des relations professionnelles entre les membres et les représentants des différentes organisations. Bien, tout cela est fondamental, c'est essentiel pour la réussite d'un partenariat et tout changement. Par exemple, si un représentant d'une institution change, cela pourrait mettre en danger parfois la vie du partenariat lui-même, car il faut identifier le partenariat comme étant une relation humaine. Donc, si les personnes changent, aussi les dynamiques au sein du partenariat peuvent changer. Qu'est-ce qui sert pour établir une collaboration? Tout d'abord, il faut être préparé, comme on le disait avant, comprendre le contexte dans lequel nous œuvrons, quels sont donc les besoins sur lesquels nous essayons d'avoir un impact. Qu'est-ce que voudrions-nous changer? Comment voudrions-nous aider les populations ou la communauté pour laquelle nous travaillons? Et ensuite, il faut identifier les actions nécessaires pour réaliser ce changement et le rôle des différents partenaires. Souvent, il y a un accord formel écrit ou il pourrait y avoir aussi un accord oral. Il faut définir un programme de travail qui soit bien détaillé avec des objectifs, des résultats, comment mesurer la progression, l'avancement euh, des résultats, quelles sont les mesures pour la communication en interne et en externe. Et comme nous le disions avant, il faut avoir la clarté et chaque partenaire doit avoir au clair et être conscient de son rôle au sein du partenariat. La communication externe est de toute première importance pour rendre visible ce qu'on a fait pour présenter les résultats du partenariat, aussi pour pouvoir recevoir un soutien politique, financier, institutionnel qui sont fondamentaux pour poursuivre les actions qui ont déjà été lancées. Au niveau de communication, il y a sans aucun doute la communication assurée par les partenaires, donc les mesures qui sont établies au moment de la planification des activités. Mais aussi la communication qui peut être faite par les bénéficiaires des activités elles-mêmes est tout aussi importante. Ils peuvent donc jouer un rôle de multiplicateur pour les activités dans lesquelles ils sont impliqués. Donc, ma collègue Giulia va vous parler de tous les instruments de communication qui sont essentiels. Alors, comme c'est traduit, on lui demande de bien vouloir ralentir un petit peu. Oui, merci, je m'excuse, elle dit. Donc, dans le monde contemporain, même si nous avons plusieurs instruments, outils de communication, il est souvent intéressant de les mettre en œuvre tous à des moments différents, mais pour avoir une vision intégrée de la stratégie de communication. Donc, il faut utiliser aussi bien les canaux, les réseaux sociaux, les plateformes, le courriel qui est plus traditionnel, les conférences de presse et l'organisation d'événements et de séminaires en tant que moment de communication également. L'événement. Alors, pour aller au fond de ce webinaire. Donc, l'événement est un moment important pour nouer une relation avec nos partenaires et aussi pour rendre visible, pour donner de la visibilité à ce que nous sommes en train de promouvoir. Les événements peuvent prendre des formes différentes, mais ce qui est important est justement
c'est l'implication, le partage, l'implication des partenaires et de ceux qui participent à l'événement. Donc, il y a 7 composantes fondamentales pour l'organisation d'un événement, consiste à décider l'activité qui représente le centre de notre événement, le lieu, l'endroit où va se tenir notre événement, la durée, quelles sont les personnes impliquées et qui sont les personnes impliquées aux différents stades d'organisation, réalisation, évaluation de l'événement, quelles sont les ressources financières mais aussi humaines disponibles pour réaliser notre événement et quelles sont les mesures pour communiquer cet événement, les mesures que nous mettons en œuvre pour rendre visible notre activité. Donc, il est fondamental de programmer, de planifier dès le début chaque stade, c'est-à-dire chacune de ces composantes pour l'organisation d'un événement et mettre sur pied un groupe de réflexion, c'est-à-dire un groupe de personnes pouvant remplir des tâches différentes pour que cette activité réussisse bien. Nous avons des personnes qui vont s'occuper de communication, d'autres qui vont s'occuper des aspects de la logistique, d'autres encore qui vont s'occuper des aspects financiers de l'événement, d'autres personnes encore qui seront plutôt euh, impliquées dans la définition du programme, de l'agenda, et il faut que toutes ces figures soient bien coordonnées. Donc, le groupe de réflexion doit toujours suivre l'état d'avancement des travaux en assurant le lien entre toutes ces composantes. Alors, quel est le premier pas à franchir pour l'organisation d'un événement? C'est donc la rédaction de ce que nous appelons le concept. Qu'est-ce que c'est que le concept? C'est un document qui devra être approuvé par l'organisation et qui contient les éléments fondateurs de notre événement. Que trouvons-nous dans le concept? Les objectifs, les buts de notre événement. Nous trouvons les parties prenantes, les participants et à qui s'adresse l'événement, la durée de l'activité et quelle période, c'est-à-dire les dates où va se tenir notre événement, où notre événement va avoir lieu et surtout le thème, c'est-à-dire le sujet que nous voulons proposer pour notre activité qui peut être unique, notre activité peut être unique, peut s'avérer unique par rapport à d'autres activités, et aussi le format, c'est-à-dire de quelle manière, par exemple, un atelier, une table ronde, de quelle manière cet événement sera structuré, comment vont se dérouler la journée, les 2 journées de l'événement. Si on aura des réunions de table ronde en présentiel ou bien des espaces de réseautage. Tout cela doit être donc défini à l'intérieur de notre concept. Nous tenions à partager avec vous un exemple de l'un des événements les plus importants que nous avons réalisé avec SOEUR, le plaidoyer global, qui s'appelle le premier dialogue guidé par les sœurs sur le thème, sur le sujet de l'environnement. Donc, l'équipe de Sisters Advocating Globally, en 2023, nous organisons toute une série de dialogues guidés par les sœurs sur différents thèmes. Donc, le premier dialogue a eu lieu au mois d'avril dernier. Donc, ces dialogues guidés par les sœurs, pour nous déjà, la définition du concept est importante. Pourquoi? Nous avons voulu dire que c'est un dialogue où justement ce sont les sœurs qui guident la conversation, l'échange. Donc, c'est la sœur qui est la coordinatrice, facilitatrice de cet espace de dialogue et de conversation auquel participent des acteurs différents qui tiennent tous à contribuer, à apporter leur contribution au sujet traité. Dans ce cas-là, le sujet traité était l'environnement. Le but de ces dialogues guidés par les sœurs, c'est de réfléchir sur des questions clés pour le développement durable. Donc, dans ce cas-là, l'environnement, identifier des mesures de soutien, des recommandations pour répondre aux besoins des populations
les plus vulnérables et créer, comme on l'a dit avant, une coalition. Donc, construire une coalition d'acteurs tenant à contribuer justement au développement durable des communautés. Donc, ce sont là les trois buts majeurs. Pour notre premier dialogue du mois d'avril dernier, le thème était l'environnement et les besoins et les défis des personnes les plus vulnérables atteintes des changements climatiques, de la pollution et de la perte de biodiversité. Donc en 2023, 2023 fait suite à 2022 avec la COP27, avec toute une série de mesures internationales fort importantes pour le développement durable sur le sujet de l'environnement. Eh bien, nous, en tant que sœur, le plaidoyer global, en date du 3 novembre 2022, nous avions publié la déclaration Sœurs pour l'environnement, une déclaration dans laquelle nous avons présenté les principes directeurs et les sœurs de l'USG ont présenté donc les principes directeurs pour la promotion durable en matière d'environnement. Et nous avons donc organisé ce premier dialogue sur trois sujets majeurs. Premièrement, intégrer les réponses au changement climatique et à la perte de biodiversité, en montrant le lien qui existe entre ces deux sujets, les changements climatiques d'un côté, la perte de la biodiversité de l'autre côté. Intégrer le soin des personnes et de notre planète en mettant en évidence comment les actions qui sont perpétrées par les personnes, sont réalisées par les personnes, ont un impact sur l'environnement. Et le troisième thème est intégrer la vulnérabilité dans les processus de prise de décision. Donc la vulnérabilité dans le leadership national et international. En ce qui concerne le format, donc, cet événement s'est tenu en une journée, connaissant 4 sessions. Cela a eu lieu à Rome, 24 participants représentant plusieurs catégories avec lesquelles nous avons instauré des relations pour créer cette coalition. Nous avons donc invité des représentants des organismes du Vatican, des organisations internationales, des organisations de la société civile, des académiciens, la presse qui ont discuté avec plusieurs sœurs de questions environnementales. Donc les résultats qu'on avait escompté par l'organisation de cet événement, c'était la création de nouvelles collaborations que nous avons débutées pendant et grâce à cet événement, la publication d'un document programmatique de programme dit en anglais Policy Brief contenant des recommandations sur le thème de l'environnement et grâce aux témoignages que nous avons collectés des différents acteurs qui siégeaient autour de la même table et un premier échange d'idées sur les sujets majeurs à présenter au forum plaidoyer qu'on a prévu d'organiser pour le mois d'octobre 2023. Il faut dire qu'à ce jour, nous sommes assez satisfaits des résultats obtenus car par cet événement qui s'est tenu au mois d'avril, nous avons pu réaliser, donc obtenir ces résultats. Là, vous avez le schéma de l'agenda de notre activité du 16 et 17 avril. Les participants étaient des sœurs représentants du Vatican et les ambassadeurs auprès du Saint-Siège, des institutions internationales, des organisations religieuses et non religieuses, les académiciens et la presse. Alors, ces éléments sont les éléments que nous avons intégrés dans notre concept. Comme nous le disions, le concept a dû être approuvé en interne par l'USG pour ensuite poursuivre avec l'organisation de l'événement. Sans aucun doute, après l'approbation du concept, nous avons réalisé une étude de faisabilité de notre activité sur la base des ressources qu'on avait disponibles. Une fois réalisé cette étude de faisabilité, nous avons démarré la planification des activités par un calendrier détaillé sur ce dont nous avions besoin et avec des
vérification des suivis importants. Nous avons défini aussi les outils de communication et nous avons démarré en envoyant les invitations aux participants. En ce qui concerne la logistique, nous avons donc réservé les logements, nous avons réservé les avions. Nous avons donc voulu soutenir toutes les personnes, aider toutes les personnes qui avaient besoin des visas. Et nous avons défini aussi le programme de manière détaillée avec des briefings, des réunions régulières avec les intervenants invités à notre événement. Donc à la fin, au terme de l'événement, à l'issue, nous avons fait une évaluation en interne et en externe de l'événement pour voir ce qu'il faudrait changer, ce que nous avons appris comme leçon suite à l'organisation de cet événement et ce qu'il faudrait changer en cas d'événement à réaliser à l'avenir. Donc, l'évaluation est la dernière étape dans l'organisation d'un événement pour ensuite décider des pas à suivre. Donc, un très grand merci encore et je vais passer encore une fois la parole à Giulia. Merci beaucoup, Eleonora. Merci beaucoup d'avoir partagé tout cela. Donc, cela révèle les détails sur ce qu'il faut pour créer un événement. Je pense une chose que je voudrais ajouter pour les participants à notre webinaire d'aujourd'hui, c'est que notre objectif avec cette présentation a été de partager des éléments clés qui représente toute la préparation d'un événement. Et cela est vrai. Il est vrai que préparer un événement peut être complexe en quelque sorte, mais il faut essayer de comprendre ce que nous voulons atteindre, mais aussi pour créer les partenariats, réaliser la logistique et la mise en œuvre du projet lui-même. Mais de l'autre côté, permettez-moi aussi de dire que les événements peuvent être beaucoup plus simples que l'exemple que nous avons partagé aujourd'hui. Et une chose que je voudrais mettre en évidence, car notre objectif d'aujourd'hui, c'est de vous encourager à faire propre ces outils, à essayer d'organiser des événements et les considérer comme un outil que vous avez dans votre boîte à outils, quelque chose que vous pouvez utiliser par les ressources que vous avez disponibles pour créer un espace de dialogue et de partenariat, pour nouer des partenariats. Donc, notre événement s'était fixé des objectifs. Il y en avait qui étaient ambitieux, donc l'événement en tant que tel était ambitieux. Et donc, nous l'avons réalisé en une seule journée avec une participation importante d'intervenants, mais un événement peut être plus simple, par exemple, inviter pour un café quelques partenaires, quelques parties prenantes pour venir vous parler dans votre bureau. Donc, nous vous avons donné le plus grand nombre de détails, mais il est aussi important d'encourager tout le monde à comprendre que vous pouvez choisir l'échelle que vous voulez sur la base de vos ressources, vos objectifs. Je voudrais laisser du temps pour les questions et voilà pourquoi je voudrais conclure par quelques réflexions après l'événement. Comme Eleonore l'a dit, au bout de l'événement, le processus a été intense pour comprendre les leçons apprises, si les objectifs avaient été réalisés. Et je voudrais partager avec vous quelques résultats qui, à notre avis, ont été importants sur l'événement que nous avons organisé. Alors, quels sont les résultats qu'à notre avis ont été réalisés en tenant cet événement à l'USEG? Donc, deux types de résultats, si vous voulez. Un premier type de résultat concerne l'apprentissage, le fait d'apprendre.
d'apprendre et de partager l'information, je dirais. Donc, sans aucun doute, deux choses qui ont été atteintes ont été d'intégrer de nouveaux partenaires dans le réseau de l'USG au niveau institutionnel pour qu'ils connaissent que l'USG est une organisation et donc cela concerne le niveau institutionnel par niveau mondial, global, planétaire. Donc, nous avons voulu partager notre perspective avec d'autres partenaires et nous avons engagé les représentants du monde entier à s'informer sur l'impact des sœurs au niveau local. Donc, ce sont donc, c'est une valeur de l'USG de mettre ensemble le local et le mondial. Ça est devenu une valeur aussi de nos congrégations, car les congrégations sont capables de mettre ensemble le niveau local et global. Autre élément important, c'est créer du réseautage. Donc, nous avons pu créer un espace convoqué, dirigé, façonné par les sœurs selon leurs propres exigences, c'est-à-dire que ce dialogue guidé par la sœur était un dialogue de sœurs qui parlaient avec des sœurs, mais nous avons aussi pu montrer le potentiel des sœurs à transcender les frontières et à construire des ponts. Donc, c'était un dialogue avec les sœurs, mais aussi sous la houlette de la gentillesse et de la bonne volonté dont sont toujours capables les sœurs, qu'elles sont capables de créer. Donc, l'une des choses les plus importantes, c'est combien de personnes sont venues dans cette conversation qui était animée sur des points de vue différents. Donc, ce n'était pas simplement imposer le point de vue des sœurs. Donc, lorsque nous construisons ces relations, quels sont les éléments clés que nous avons bien présents à l'esprit? Nous voulons créer un espace professionnel qui soit utile, pas simplement une conversation, mais nous voulons que tout ça soit utile et un objectif et nous voulons être percutants, donc avoir un impact. Et nous avons voulu créer un espace pour des interactions sincères, accessibles et sans prétention. En prétention, donc un espace d'interaction, comme Eleonore l'a dit, réunir des institutions pour qu'elles se parlent au niveau d'organisation, mais aussi créer, nouer des relations entre individus, entre personnes. Autre élément clé quant au développement des relations, c'est cette idée de reconnaître la valeur de chaque participante et leur contribution au dialogue, qui est une contribution spéciale, unique. Et donc, en communiquer, assurer une représentation juste et équitable de différents points de vue divers et divergents. Et cela est applicable à plusieurs niveaux, c'est-à-dire combien de postes on va programmer sur les médias sociaux. Est-ce qu'on est sûr que si on a 24 participants, on accorde le même temps de parole aux 24 personnes, car parfois on s'en tient à des stéréotypes et donc on permet à des participants de participer plus intensément que d'autres. Par contre, nous voulons que les voix de tous les représentants soient entendues, soient représentées. Et cela est très important pour nouer des relations, des partenariats. Donc, d'autres résultats sont sur le développement des politiques et construire la crédibilité. Nous l'avons dit car nous voulons améliorer la perception des sœurs, qu'elles soient perçues comme une voix clé dans l'espace global. Donc, nous avons, à côté de l'événement, réalisé des publications pour réfléchir sur comment les événements peuvent donner lieu à d'autres outils de communication. Les publications, cela est très important pour une approche intégrale. Donc, au mois de novembre l'année dernière, nous avons publié notre première déclaration de l'USG Sœurs pour l'environnement en novembre 2022. Ensuite, un article de la sœur Malifar
qui est la nouvelle coordinatrice du réseau environnemental de l'USG, Sowing Hope for the Planet. Ensuite, nous avons publié donc 9 recommandations pour la durabilité environnementale qui sont le résultat de notre événement, c'est-à-dire dialogue guidé par les sœurs sur l'environnement. Et nous avons lancé aussi des échanges sur la prochaine COP 28 et voir comme tous ces matériels peuvent être utilisés pour mettre sur pied la coalition. Ensuite, à côté du contenu, il s'agit aussi produire du contenu pour les médias et pour le public. Alors, deux choses, je dois l'admettre, ont été un incident, c'est que la date de notre événement, le 17 avril, était quelques jours avant le jour de la Terre, qui est le 22, et la célébration de la Semaine Laudato Si, qui a démarré le 21 mai. Et donc, je voudrais vous encourager à réfléchir en termes de stratégie, c'est-à-dire quel est le thème de votre événement et s'il y a des événements qui se font au niveau mondial qui peuvent renforcer votre événement. Donc, nous avons attirer donc l'attention des médias grâce à ces coïncidences, l'Osservatore Romano, Vatican News et l'émetteur des catholiques TV 2000 et Avvenire. Donc, nous avons des plateformes de presse qui s'intéressent déjà au travail des sœurs et nous avons pu participer à un programme radiophonique, Rai Radio 2, et parler avec des journalistes laïcs qui ne connaissent rien du travail des sœurs et qui ont commencé à écouter les sœurs et à leur travail sur ce thème de l'environnement. Donc, je vais conclure. Alors, là, donc, nous avons voulu favoriser la réciprocité, donc créer des opportunités pour l'engagement réciproque et mutuel. Nous avons vu comment notre développement au mois d'avril, nous avons des événements qui vont se tenir au mois de juin où des sœurs ou des membres de l'équipe ont été invités à parler. C'est un résultat merveilleux qui montre le potentiel de réciprocité. Ensuite, les sœurs peuvent recevoir la formation grâce au programme des Nations unies pour l'environnement. Donc, les événements peuvent ouvrir à d'autres opportunités d'événements, mais aussi peuvent vous ouvrir à la formation et à des collaborations continues avec l'Organisation internationale des migrations en vue d'un deuxième dialogue entre sœurs et d'un forum annuel de plaidoyer. Et il y a collaboration potentielle avec l'envoi spécial italien pour la liberté de croyance religieuse et le dialogue interreligieux. Et pour nous, donc la réciprocité consiste à dire comment boucler le cercle, c'est-à-dire faire en sorte que chaque événement fait partie d'un cercle vertueux pour créer des partenariats, des relations, des réseaux. Donc, je voudrais dire des choses qu'on va faire dans les 6 mois à venir. Donc, explorer quelle est notre vision. Donc, on va explorer les espaces mondiaux, les plateformes régionales et pour comprendre aussi l'impact national, donc le national, le régional et le mondial avec toute une série d'événements et comment être sûr que les sœurs vont collaborer avec les projets de l'USG et continue d'être impliqué, continue d'avoir ce potentiel qui est maximisé. Et je voudrais vraiment mettre en lumière ces 3 points clés. Cette idée de pour nous boucler le cercle concerne définir et affiner un calendrier à long terme d'événements organisés
quelles sont les opportunités de participation que nous pouvons saisir pour que tout cela soit stratégique, c'est-à-dire quelles sont les actions que nous voulons réaliser. Et lorsque il est important de se faire accréditer dans un programme d'institutions comme les Nations Unies ou d'autres coalitions mondiales, et si on veut, et comment on peut formaliser donc notre partenariat. Donc je pense que c'est nous tout de notre côté, et donc ça a été fantastique de passer ce temps avec vous. Merci. Waouh, je sais pas, je sais pas qu'en pensent les participantes, mais moi je suis waouh, c'est-à-dire combien de professionnalisme y a-t-il derrière une organisation d'un événement, mais comme Giulia le disait, il ne faut pas se décourager. Et peut-être, il y a des mots qui ne sont pas tout à fait clairs pour certains d'entre nous. Alors, je voudrais inviter les sœurs, si vous avez utilisé des mots qui ne sont pas clairs du tout, qu'elles puissent poser des questions dans le chat et vous pourriez répondre en utilisant des synonymes, car pour vous, c'est votre langage habituel. Pour nous, ce l'est un petit peu moins. Merci, un très grand merci à Giulia et à Eleonore, car c'est comme ça que nous comprenons ce que ça veut dire que d'organiser un événement, c'est-à-dire qu'un événement est un moment important. Et beaucoup d'événements sont organisés par les congrégations, donc la possibilité d'organiser des événements, par exemple, le rappel de la fondation, pour se rappeler de la fondation. Mais aujourd'hui, ces événements doivent être organisés de manière que tout ça puisse rejoindre les personnes. Donc, je pense, moi, j'aurais bon nombre de questions, mais je voudrais un petit peu laisser un petit instant de silence, surtout pour faire reposer un petit peu nos interprètes après ce bain, pour leur permettre de boire un verre. On va se reposer une petite minute. Ce n'est pas une pause, mais c'est tout juste pour revenir sur les notes que nous avons prises. Et si nous voulons poser des questions, donc mettre à contribution la présence de Giulia et Eleonore. Vous aurez l'occasion de réécouter, prendre des notes plus approfondies avec plus d'attention. Mais nous voulons vraiment profiter de leur présence. Vous pouvez écrire les questions dans le chat ou on peut vous donner la parole. Nous avons encore quelques minutes pour ce faire. Alors, pour prendre la parole, vous devez appuyer sur le bouton réaction, la petite main jaune, car si vous levez la main physiquement, je pourrais ne pas vous voir. Alors, on va prendre une toute petite minute pour respirer, pour boire un verre d'eau et revenir ici. Io non vedo Leonora, non so se è ancora con noi, sì, ecco qui, Sì, la sì. aggiungiamo, eccoti Leonora. Bene, io ecco, vorrei lasciare un attimo, vedere se ci sono delle domande prima che io ne ho, ma ecco, vediamo. Voyons un petit peu s'il y a des questions, car moi j'en ai, mais je voudrais laisser la parole plutôt aux sœurs qui nous suivent. Alors, vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat, dans le fil de discussion, et nous les lisons, ou bien vous levez la main et prendre la parole. Maintenant, je vous donne la possibilité d'activer vos micros pour pouvoir parler. Alors, peut-être je pourrais répondre à une première question dans le chat, c'est-à-dire comment communiquer
avec les sœurs plus aînées, mais aussi avec les jeunes en même temps. Et je pense que je voudrais répondre à cette question car cela concerne une question très importante, c'est-à-dire ce que nous faisons lorsque nous avons des publics différents dans le cadre du même événement, de la même organisation. Alors, l'une des choses que je voudrais dire, c'est que il faut identifier le type de public qu'on veut atteindre. Faire cette distinction est vraiment un élément clé pour la réussite de toute activité de communication et surtout lorsqu'il s'agit d'organiser un événement dans un but de communication. Donc la première question, la première réponse, c'est quel événement prévoir qui peut communiquer tout d'abord avec les sœurs aînées et ensuite avec les jeunes. Alors peut-être qu'on aura besoin de canaux différents, de moments différents. Donc parfois la réponse est simple. Alors si on a des publics vraiment diversifiés, il faut utiliser le même événement, mais le réaliser deux fois. Si on veut si on veut mettre les sœurs âgées en dialogue avec les jeunes, alors il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut réaliser dans le cadre de cet événement pour répondre aux besoins des deux groupes différents. Alors, récemment sur Instagram, il y a eu un groupe de sœurs qui a organisé un fan run pour les sœurs âgées et pour les jeunes. Et ce qu'elles ont fait, elles ont réalisé une course, compétition, et il y avait ces jeunes qui poussaient le fauteuil roulant des sœurs âgées. Donc, on a pu mettre ensemble ces deux publics auxquels les sœurs âgées n'auraient pas pu participer. Mais en faisant cette initiative, on a pu mettre ensemble. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut organiser un seul événement pour les deux types de publics ou bien réaliser deux événements séparés, le même événement, mais en deux sessions séparées? Merci, Giulia. Maintenant, je me permets de prendre un petit peu de temps pour lire les questions dans le chat que nous avons reçues dans le chat. Ensuite, je vais vous laisser, Eleonore et Giulia, quelque peu de temps pour essayer de répondre. Je ne dis pas à toutes les questions, mais pour restituer un petit peu une réflexion. Alors, vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Il y a des questions qui sont arrivées dans le chat, mais si jamais il y a quelques-unes qui veulent poser directement la question, ce qui est encore plus intéressant, je vous invite à le faire. Vos micros, vous pouvez les activer toute seule si vous voulez. Alors, une question qui me semble être fort intéressante. C'est un événement mixte en distanciel et en présentiel. Quel type de caractéristiques? Comment l'organiser? Première question. Une autre question. Cela me semble être trop général, c'est-à-dire comment communiquer de manière appropriée notre identité en tant que congrégation. Là, je sens que c'est plutôt lié à la communication et peu lié à la question d'aujourd'hui, mais on va voir si elles vont nous restituer quelque chose dans leur réponse à cette question. Encore, on nous pose la question de poser quelques indications sur comment formuler les objectifs pour qu'ils ne soient pas trop amples, trop généraux, trop génériques. Je voudrais ajouter encore quelques questions en attendant que d'autres vont écrire dans le fil de discussion d'autres questions. Et moi, j'aurais deux questions. De quel type de compétences avons-nous besoin et quel type d'équipe faut-il mettre sur pied pour organiser un bon événement? Et la deuxième question étant, quels sont les premiers pas que vous franchissez lorsque vous êtes au stade de donner naissance, de rêver d'un événement? Quels sont les premiers pas à franchir? Alors, je laisserai 5 minutes à Giulia et 5 minutes à Eleonora pour qu'elle nous rende des idées sans avoir la prétention d'être exhaustive sur toutes ces questions. Tout d'abord, Giulia, ensuite Eleonora. Merci, Patricia, un très grand merci. Moi, je pense
je voudrais commencer par la dernière question que j'ai vue. Cette question, c'est-à-dire comment formuler les objectifs pour qu'ils ne soient pas trop ambitieux, trop larges. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est euh, que la pratique vous rend parfait. Donc, vous allez apprendre après chaque événement, dans toute situation. Et à la fin, vous vous diriez, ah, c'était ça que j'aurais dû faire. C'était évident, mais je n'y ai pas pensé. Alors, chaque fois, il faut s'arrêter pour voir ce que vous avez appris, ce qui peut être amélioré. Donc, ce- alors, il est très difficile de tout faire bien sans avoir pratiqué, pratiqué, pratiqué. Alors, pour être réaliste, il s'agit de mettre à la preuve les objectifs. Alors, si vous avez des objectifs à votre esprit, mais quand même les voir à l'épreuve des faits. Donc, ensuite, il y a cette idée de résistance, résistance au changement. Et il y en a qui posent la question. Les sœurs sont reluctantes à penser que la formation a changé et il est difficile d'interagir avec des sœurs qui se sentent des expertes et qui ont toujours fait de la même manière et ne veulent pas changer. Alors, ce que nous avons euh, appris ici à l'USG, nous sommes une institution complexe avec des réseaux importants, chacun qui marche à sa propre manière. Eh bien, l'une des choses que nous avons fait comme expérience et nous avons testé comme importante, alors porter l'attention sur les capacités que nous pouvons offrir, que nous pouvons ajouter aux capacités des autres, c'est-à-dire les qualités que nous avons apportées dans une équipe, car il est difficile pour les gens de dire non à notre soutien si on arrive avec quelque chose de différent, si on ajoute quelque chose à leur réflexion et qu'ils soient libres d'accepter ou de ne pas accepter nos capacités que nous allons leur offrir. Alors, il s'agit de développer une manière différente de faire les choses. Parfois, il y a des oppositions car il y en a qui ne veulent pas changer leur manière de faire les choses car ils pensent qu'ils ont toujours fait comme ça et c'est leur manière parfaite. Ensuite, il faut aimer ce qu'on fait. Alors proposer, dire, et si on ferait cela euh, avant de proposer le changement, il faut essayer d'inviter les gens à voir autrement. Alors, je vais laisser les questions plus techniques sur comment préparer l'événement, Eleonora. Ensuite, construction de travail en équipe. Alors, moi, je faisais cela il y a je faisais cela euh, tout- toute seule il y a 2 ans maintenant. J'ai associé Eleonora qui a été un enrichissement. Maintenant, nous sommes une trentaine qui s'occupe aussi de la logistique. Donc, en ce moment, nous avons la coordination pour remettre notre mission au niveau mondial. Et nous avons l'expertise d'Eleonora sur les partenariats dans les événements et nous avons toute une équipe de soutien. Alors, ce qui est le minimum pour les objectifs qu'on veut réaliser. À toi la parole, Eleonora. Un très grand merci de toutes ces belles questions que vous venez de poser qui sont stimulantes pour moi aussi, sont un encouragement pour moi aussi. Alors, je réfléchissais sur la question, c'est-à-dire de quel team avons-nous besoin? Quelle est donc l'équipe pour organiser un bon événement digne de ce nom? Alors, je crois qu'un bon événement digne de ce nom est un événement où tout semble être fort naturel. C'est comme si derrière, il y a une excellente préparation et donc on ne la voit même pas, cette préparation qui est derrière les coulisses. J'essaie de trouver les bons mots pour m'expliquer. Sans aucun doute, il faut une équipe de professionnels. Donc un événement, surtout un événement international, ne peut pas être improvisé. Donc il faut penser à toute petite composante de l'événement et l'organiser dans les tout petits détails
car lors de l'événement, de son déroulement, il y a toujours des imprévus. Les imprévus peuvent être gérés au moment où ils se présentent, mais il faut essayer de minimiser l'imprévu dans la mesure du possible et donc de présenter à nos invités une table très très bien préparée. C'est comme si c'était un bon dîner où tous les plats ont été préparés avec le plus grand soin. La table a été préparée avec tous les détails de l'art de table et il y a une très belle atmosphère grâce à laquelle nos invités peuvent converser avec plaisir, peuvent donc se consacrer à la connaissance mutuelle et réciproque et à l'échange d'idées. C'est là un petit peu l'approche que nous avons lorsque nous voulons organiser un événement. Alors, cela veut dire qu'en plus des membres, comme Julia vient de le dire, en plus des membres de notre équipe, il faut se valoir de professionnels venant de l'extérieur également pour faire en sorte que tout aspect de l'organisation puisse être soigné dans les tout petits détails. Donc, Julia s'occupe de la coordination des activités et aussi elle s'occupe de la communication avec les responsables, le leadership, le directoire de WISG et les sœurs impliquées dans nos événements. Je m'occupe davantage des relations avec les partenaires, surtout des nouveaux partenaires, des nouvelles organisations auxquelles tout d'abord nous essayons de faire connaître le travail de l'USG et nous essayons d'impliquer ces nouveaux partenaires dans nos événements. Tyson s'occupe, c'est un collègue, de la logistique, la réservation des hôtels, les voyages, les visas, mais nous avons aussi une agence de communication qui fait partie de l'équipe et qui nous aide dans la production de tout ce qui est visible au moment des événements, qui nous aide à mettre en place, à réaliser les contenus pour les médias sociaux et avec la presse. Et au sein de l'USG, nous collaborons avec le département de communication avec Patricia et le département financier des finances. Donc, il y a bon nombre d'acteurs, bon nombre de membres de l'équipe qui doivent être coordonnés pour la bonne réussite de notre banquet, de notre repas. Donc, une préparation de tous les petits détails. Alors, Patricia, tu as posé la question sur les premiers pas à franchir lorsqu'on rêve, lorsqu'on songe à un événement. À mon avis, il y en a deux. Tout d'abord, la recherche sur le sujet à traiter. Alors, moi, j'essaie de voir quels sont les documents qui existent sur ce sujet, ce que la WISG a déjà fait, ce que les organisations internationales de la société civile ou du Vatican ont déjà fait et quel est donc l'élément qu'on peut ajouter. Donc, c'est un petit peu cette activité de recherche portant sur les contenus. Mais personnellement, ce que je fais, c'est, j'imagine par exemple, si c'est un événement sur une seule journée, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'imagine l'agenda, les personnes arrivent, ce qui serait intéressant, qui devient avant, après et tout au long de la journée, et je mets tout ça par écrit. D'ici dérivent tous les autres éléments, mais c'est un travail fait à rebours, à reculons. Mais ensuite, je vais analyser les résultats concrets qu'on pourrait avoir à la fin d'une journée de conversation, s'il vaut mieux avoir des sessions plénières ou bien des groupes de travail en parallèle. C'est ce qui se fait un petit peu dans mon esprit. Et le dernier point, pour répondre aussi à une question, c'est-à-dire comment mettre ensemble ce qui se fait en ligne et ce qui se fait hors ligne. Cette réalité, après la COVID-19, de plus en plus, et aussi lors du dernier événement du 17 avril, eh bien, la plupart des participants participaient en présentiel à Rome et quelques représentants qui voulaient intervenir depuis l'étranger. Donc, à mon avis, c'est un enrichissement pour nos événements que de faciliter cette participation de l'étranger. Mais ce que nous avons voulu faire, c'est de concentrer à un moment spécifique de notre agenda ces événements qui se tenaient en distanciel. On avait des interventions des personnes qui se connectaient en ligne lors de la première session. Eh bien, ce que nous avons remarqué, c'est que nous
pensions que les personnes connectées en distanciel n'auraient pas pu participer toute la journée devant l'écran de leur ordi. Et donc, on pensait qu'ils resteraient avec nous lorsqu'ils vont prendre la parole dans cette session. Par contre, nous avons vu que des participants en ligne ont suivi tous les travaux toute la journée. Donc, nous avons essayé de leur passer la parole aussi pendant les différentes sessions de notre réunion, de notre conférence plutôt. Un très, très grand merci, Eleonora et Giulia. Or, nous avons une question, mais je vous demande de ne pas répondre maintenant, mais cela me semble être du matériel pour le plaidoyer. Donc, la difficulté de réaliser des partenariats avec les gouvernements dans des pays où il y a des lois de restriction ou des menaces contre ceux qui lancent des activités de plaidoyer. Donc, c'est une question que je vous remets pour d'autres moments de réflexion. Je vois la sœur Sophia qui voudrait poser une question. On va lui donner la possibilité. Donc, il faudrait se présenter également. Bonjour. Bonjour à tout le monde. J'aurais une question. C'est la même, plus ou moins, que Patricia vient de poser. Je suis connectée depuis la Colombie et nous sommes les servantes de Marie. Et la question que j'ai, alors, si on va organiser un événement, donc intitulé L'adoration pour donner. C'est pour la levée de fonds et aussi pour promouvoir la croissance spirituelle. En quelque sorte, comment peut-on promouvoir ce type d'événement pour essayer de collecter des fonds, mais aussi en se posant des objectifs spirituels en même temps, de croissance spirituelle? Comment peut-on promouvoir cela? Comment peut-on offrir cela? Car nous avons des besoins spécifiques là où nous sommes en Colombie et cela pourrait être l'opportunité pour les personnes de venir. Merci, Giulia. Eleonora, vous avez vraiment 2 minutes chacune pour répondre à la question. Alors, je vais répondre en anglais pour rendre cela plus facile pour les traductrices, mais je pense qu'il y a 2 éléments clés que je voudrais souligner. Premièrement, la flexibilité, c'est-à-dire toujours le travail que font les sœurs doit aborder donc tous ces défis sur le développement, c'est-à-dire garder bien présente à l'esprit leur identité, surtout lorsqu'il s'agit de la spiritualité de notre action et en même temps communiquer de nouvelles manières pour générer de nouveaux impacts qui seraient importants. Donc, l'une des choses importantes, c'est de se dire combien flexibles nous pouvons et voulons être. Nous pouvons communiquer notre identité dans notre congrégation. Alors, comment expliquer cela d'une manière qui fasse du sens, qui soit utile au nouveau public que nous voulons rejoindre? Donc, tout d'abord, la flexibilité. Deuxièmement, comme on l'a dit par le passé, la question qu'il faudrait se poser, c'est qui sont les 2 publics? Alors, personne. Nous voulons les fonds de qui ou bien nous voulons communiquer notre spiritualité. Est-ce que ce sont des personnes différentes? Est-ce qu'il s'agit de 2 parties d'un même processus? Lesquelles des 2 parties vient avant l'autre? Donc, essayer de répartir tout ça en petits objectifs, en des objectifs plus petits. Merci. Scusate. Bien. Eh bien, je pense qu'au moment où la collecte de fonds se fait, il faut toujours faire comprendre notre unicité, ce que c'est, pourquoi nous sommes uniques. Alors, ce bailleur de fonds qui veut financer une congrégation, une activité
géré par les sœurs. Donc l'élément spirituel est fondamental et fait la différence entre cette congrégation et une organisation, par exemple, non gouvernementale qui s'adonne à la collecte de fonds. Je ne vois pas de discordance dans ces objectifs. Ce qui est fondamental, c'est d'être clair sur ce qu'on voudrait faire avec les fonds qu'on demande là et qu'on collecte. Cela est important pour le bailleur de fonds, pour l'investisseur. Il faut qu'il soit clair sur les objectifs, sur quels sont les besoins de la communauté, les besoins auxquels on voudrait répondre ou les problèmes qu'on voudrait alléger. Mais ce qui est vraiment fondamental, c'est toujours de présenter l'élément spirituel, car c'est ce qui fait la différence entre une congrégation religieuse et d'autres organismes, d'autres entités. Et dans notre monde où on est en concurrence aussi pour les financements, je pense qu'il y a un intérêt très important à financer une activité qui soit guidée, gérée par les sœurs par rapport à d'autres activités gérées par d'autres entités. Et je dis les sœurs par rapport à d'autres organisations religieuses ou à d'autres profils au sein de l'Église. Je pense qu'il y a une valeur ajoutée des sœurs, c'est la valeur des femmes religieuses qui s'engagent pour apporter des changements dans le cadre social. Donc, c'est ce que j'apprends de plus en plus aussi grâce au travail que nous menons ici avec Sisters Advocating Globally. Un très grand merci à Eleonore et Giulia. Je vois une autre main levée. On va lui passer la parole, mais très, très vite. Et on va voir si on pourra répondre sur la base de la question. Je ne connais pas votre nom, ma sœur. C'est vous, Oui, utilisateur. Vous avez oui, la parole, ma sœur. oui, merci. Je ne sais pas si je me fais entendre. Oui, très Oui, bien. oui, oui, je suis sœur Aline, je suis membre de la congrégation des sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie. Et je vous suis depuis le Cameroun. Do- Donc, j'ai une question. Je suis la responsable de la pastorale vocationnelle. Et je voudrais avoir, je ne sais pas si je peux appeler ça les astuces, les secrets pour une bonne communication en vue de rejoindre les jeunes. Donc, je suis dans les réseaux sociaux, Facebook, parfois je fais des posts, mais en vous écoutant, je suis là pour me former en vue d'une bonne communication. Donc, comment passer le message aux jeunes pour leur proposer la vie consacrée. Merci. Merci, ma sœur. Nous allons faire un webinaire sur ces thèmes, mais il n'est pas le thème d'aujourd'hui, d'accord? Mais merci bien parce que nous sommes conscientes que c'est très important. Merci bien. Merci, merci beaucoup. Bene, io veramente Very voglio well. ringraziare con tutto il cuore. Très bien, je voudrais du fond de mon cœur vraiment remercier Eleonore et Giulia. Elles sont fort engagées. Malgré cela, elles ont pu trouver le temps de partager avec nous leur expérience. Un très grand merci du fond de notre cœur et je vous souhaite une bonne continuation pour notre mission, votre mission dans le cadre du plaidoyer. Nous avons publié dans le chat, dans le fil de discussion, le site. Alors, vous le consultez pour permettre donc à toutes les participantes de se mettre à jour dans leurs connaissances. Alors, on va terminer et donc je voudrais passer la parole à Thérèse qui va nous annoncer le prochain événement. Thérèse, tu es là? Eccomi qua. Allora, grazie ancora Un très grand merci à Giulia et Eleonora. Le prochain webinaire, qui entre toujours dans le cadre de la préparation à notre rencontre internationale qui aura lieu en novembre, le prochain webinaire, ça va être le 27 juin, avec un thème assez spécial, c'est relire les vœux à la lumière de la culture numérique. C'est pour être audacieux et simple. Alors, on vous attend pour le 27 juin, toujours à la même heure, selon l'heure de Rome, c'est à 14 h jusqu'aux 15 h l'après-midi. Voilà, on vous attend, on vous enverra l'inscription prochainement. Merci bien, grazie Thérèse.
E stiamo cercando anche di We're organizzare also trying to organize something on the issue mentioned by the sister from Cameroon on du Cameroun. Donc, on va réfléchir. Donc, si vous avez des sœurs qui ont de bonnes pratiques, on vous demande de vous mettre en contact avec nous pour organiser donc ce webinaire sur la pastorale des jeunes et la pastorale des vocations. Alors, comme je l'ai annoncé au début, quelques minutes avant le début de notre webinaire, un document a été présenté au bureau de presse du Vatican. C'est un document officiel du Vatican produit par le Dicaster de la communication au sujet de la communication. Justement, ma collègue le publie dans le chat, dans le fil de discussion. Permettez-moi de partager un petit peu la page web. C'est très, très belle. Le document est déjà disponible, traduit en 5 langues. Le document officiel se trouve sur le site web du Vatican. Alors, je vais débrancher le micro de Thérèse. Alors là, c'est le site du Vatican, donc le document est présent en 5 langues différentes. Mais là, c'est le site qui a été monté justement pour ce projet. C'est dédié à ce projet, car ce projet n'est pas seulement exclusivement un document, mais c'est un projet plus ample vers une présence totale. Réflexion pastorale sur l'implication, comment s'impliquer avec les médias sociaux. Alors, ce document vient d'être présenté et je vous invite toutes et tous à le lire, ce document, à y réfléchir, car si le Vatican entreprend une action de ce genre, ça veut dire que c'est une question de toute première importance. Mais le site vous permet aussi d'interagir, c'est-à-dire de publier des expériences et des documents que vous pourriez avoir. Et maintenant, on va vraiment tirer nos conclusions et clôturer. Je voudrais remercier les participants. Je remercie les interprètes qui nous aident toujours à la bonne communication. Nous sommes fort engagés ces jours-ci à réaliser le premier projet de l'agenda du programme de la conférence internationale. Alors, peut-être qu'on va vous inviter à réfléchir sur cet agenda et comment nous envoyer des commentaires. On va l'envoyer aux responsables de la communication que nous avons dans notre base de données. Donc, c'est Delibra est la plateforme que nous utilisons pour l'intelligence collective. Si vous recevez un message de Delibra, on vous demande de participer, de bien répondre, car comme on vous l'a annoncé, le programme de la rencontre internationale de communication pour la vie religieuse, nous le réalisons de manière partagée avec l'aide d'autres. Alors, je vois que les micros sont ouverts. Un très grand merci à Eleonora, Giulia, mes collègues, sœur Thérèse et Navoïka, à vous toutes. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bon après-midi. Ça dépend d'où vous êtes connectés. À très bientôt. Au revoir. Et aussi à Gianluca, on ne le voit pas, mais il est derrière les coulisses. Il va suivre toute la connexion Internet, les enregistrements et ensuite de suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Grazie, ciao. Merci, merci.